Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va parler de stabilisateurs et ceux de la marque Zhiyun qui m'a contacté en fait pour m'envoyer deux modèles de stabilisateurs qu'ils ont dans leur gamme. Donc on va faire un petit point de à qui s'adressent ces différents stabilisateurs. Vous allez voir qu'il y a quand même beaucoup d'écart entre les deux parce que c'est pas la même gamme, mais ça me permet de manière générale de vous aiguiller sur quel est le choix plus adapté en fonction de ce que vous voulez faire et du matériel que vous avez. Ils m'ont envoyé deux gimbals très différents. J'ai avec moi ici le Cinepeer Weebill 3E. On peut mettre quand même des charges jusqu'à 3 kg dessus, mais il y a quelques limitations dont je vais vous parler dans cette vidéo. Et ils m'ont envoyé également le Crane 4 qui est un petit peu la version haut de gamme qu'ils proposent en gimbal. Je crois que ça fait à peu près 2 ans qu'il est sorti. Petit disclaimer avant d'attaquer cette vidéo, oui, Zhiyun m'a envoyé ces deux produits gratuitement, mais en revanche je suis libre de dire tout ce que je veux, hein. J'ai pas de checklist sur ce que je dois dire, donc j'ai des fois des petites reproches à faire sur les produits et je vais vous les dire d'ailleurs. Mon objectif c'est simplement de faire un retour objectif de ce que ça donne ces produits sur le terrain. Alors afin que vous puissiez vous balader librement dans la vidéo, je vous mets un chapitrage comme ça, si c'est plus le Crane 4 qui vous intéresse, vous pouvez aller sur cette partie. Dans cette vidéo, je vais vraiment me concentrer sur l'ergonomie de ces stabilisateurs. Est-ce que c'est facile à régler, à se mettre en place, etc. Parce que finalement de nos jours, la plupart des stabilisateurs sont très performants en termes de moteur et on pourra faire de belles images de plans bien stabilisés avec la plupart des stabilisateurs. En revanche, est-ce que ça va être facile à utiliser, facile à régler? Ça, ce sont vraiment des points essentiels pour moi. Alors ce que je vous propose dans un premier temps, c'est qu'on va s'intéresser au Cinepeer Weebill 3E, donc qui est la version simplifiée du 3S. Il y a des petites choses en moins par rapport au 3S, notamment il n'y a pas d'éclairage ici, il n'y a pas de microphone intégré, il n'y a pas la possibilité d'avoir la transmission vidéo ou faire le follow focus, etc. C'est une version plus simplifiée. En fait, c'est plus pour ceux qui veulent juste un stabilisateur pour stabiliser les images et pas forcément aller aussi loin qu'un 3S par exemple. Les gros points forts, ça va être l'encombrement, etc. Je vais juste vous montrer la boîte dans laquelle le stabilisateur est livré. Donc c'est pas vraiment une mallette de transport, mais peut-être que vous pouvez l'utiliser, peut-être en mettant une poignée avec des scotch, etc. Vous pouvez l'utiliser pour transporter votre stabilisateur, mais il n'y a pas de mallette avec. Contrairement au Crane 4 dont on va parler après, qui a tout ce qu'il faut. Là, ça arrive dans une boîte simple pour le transport en fait. Le gros point fort du Weebill 3E ou le 3S, c'est le faible encombrement. Une fois qu'on enlève le petit trépied qui est ici, en fait, cette partie-là rentre dans une feuille A4 pour vous donner un petit peu la dimension. Et du coup, c'est très facile de le glisser dans un sac, sachant qu'on ne peut pas facilement démonter cette partie. Il y a une petite vis ici qui nous permet, si on veut vraiment, de l'enlever. Mais en revanche, c'est une butée de sécurité et on ne peut pas l'enlever facilement. On peut gagner un tout petit peu de place éventuellement en enlevant cette partie, parce qu'on peut se mettre en mode portrait, je vous en parlerai juste après. Mais cette barre-là, elle ne peut pas s'enlever facilement en tout cas. Mais néanmoins, ça prend quand même assez peu de place et c'est facile de glisser ça dans un sac à dos. Le poids avec le petit trépied, c'est environ 1 kg. Donc ça, c'est top si vous avez des longues sessions de shooting parce que c'est bien beau d'avoir des gros stabilisateurs, on peut mettre des gros objectifs, des gros boîtiers, etc. Mais au bout d'un moment, il faut les porter. Filmer pendant 2 heures avec un système qui fait 5 kg, c'est juste pas possible, en tout cas pas pour moi. Et là, c'est vrai que d'avoir un stabilisateur aussi léger et aussi agile, ça a du sens. Si on veut gagner encore en stabilité et encore moins se fatiguer, il y a cette poignée qui n'est pas fournie avec, il faut l'acheter en accessoire. Alors, je crois que le stabilisateur coûte 280 € de mémoire et je crois que la poignée d'accessoires, c'est 130 €. Néanmoins, si vous faites des longues sessions, je pense que c'est quand même un indispensable parce que ça va vous donner beaucoup de confort. Après, si votre objectif, c'est simplement d'avoir un setup qui soit le plus compact et le plus léger possible, on peut très bien s'en sortir avec le stabilisateur sur cette poignée, étant donné que c'est léger. Si vous avez un système léger dessus, franchement, ça fonctionne super. Mais du coup, cette poignée en accessoire, il y a un repose-poignée déjà qu'on peut régler avec la petite molette qui est là. C'est la même chose sur le Crane 4. Ça, c'est vraiment génial pour soulager le poids au niveau du poignet. Et en fait, vous forcez pas avec le poignet, mais plus avec l'avant-bras. Donc ça, c'est top d'avoir ça. Et puis, il y a aussi la poignée sur le côté pour si vous voulez faire des plans au sol. Si vous voulez également le mettre sur le côté ici, cette poignée, elle est super bien pensée parce qu'il y a une petite molette à cet endroit-là pour l'orienter éventuellement sur le côté. Et ici, ça se dévisse et on peut agrandir ou raccourcir la poignée. Donc, on peut vraiment personnaliser le stabilisateur en fonction de ce qu'on va faire comme plan. Et si on a besoin de remettre le petit trépied avec, il y a un pas de vis ici, donc on peut facilement revisser le trépied qui est fourni avec le stabilisateur. Oui, c'est un gimbal qui est léger, qui fait environ 1 kg. En revanche, les moteurs fonctionnent extrêmement bien et comme je le disais tout à l'heure, peuvent porter jusqu'à 3 kg. On va voir que le problème, ça va pas être le poids, ça va être l'encombrement. Juste un petit mot sur la qualité de fabrication. Il y a pas mal de plastique quand même. C'est du bon plastique et solide, mais il y a plein d'endroits qui sont moitié métal, moitié plastique, etc. Ici, par exemple, c'est en métal. Ici, je sais pas trop. C'est l'air d'être un matériau composite. Donc, ça glisse pas aussi bien que du métal avec du téflon, par exemple, pour régler sur les axes. Voilà, c'est des choses à savoir. Forcément, pour être à ce prix-là, il y a des concessions qui sont faites et c'est pas aussi bien conçu, par exemple, que le Crane 4. Mais bon, ça fait le job, c'est quand même assez solide, mais dans le temps, à voir ce que ça va donner.
ce que je vous propose, c'est qu'on équipe ensemble le Nikon Z8 qui fait 900 grammes. Donc en termes de poids, on va être large, peu importe l'objectif qu'on va mettre. Je l'ai utilisé aussi bien avec le Nikon Z8 qu'avec le Z6 III. Je suis actuellement en train de filmer avec le Z6 III. J'ai besoin de l'écran pour me voir. Donc c'est pour ça que je vous propose qu'on équipe plutôt ça. Donc tous les axes, bien sûr, peuvent se verrouiller. C'est pas un verrouillage électronique comme dans d'autres marques. Là, c'est manuel, mais bon, ça fonctionne très bien, sachant que verrouiller les axes, c'est indispensable pour pouvoir équilibrer très rapidement en fait son boîtier en fonction du changement d'objectif, etc. Vous allez voir que ça se fait en très peu de temps. Je vais juste mettre ce plateau le plus bas possible parce que je l'ai utilisé avant avec le Z6 III. Et étant donné que le Z8 est assez haut, il faut le descendre au maximum. Oubliez l'idée de mettre un Nikon Z9 par exemple, ça ne rentrera pas en hauteur par rapport à ce moteur-là. J'y reviens juste après. Là, j'ai installé sur le Z8 le plateau qui est livré avec le Cinépeer Weevil 3. On peut déplacer le plateau assez large ici, donc on a vraiment la place de mettre un boîtier comme le Z8. C'est pas un problème sur cet axe-là. Donc je vais le mettre ici pour l'instant. Il faut le faire coulisser par l'avant. Et ensuite, on verrouille avec un petit levier qui est vraiment bien. Honnêtement, les commandes, là sur cette partie-là, tout est vraiment bien en métal, etc. C'est solide. On a confiance. Alors déjà, première chose, vu qu'on est en train d'équilibrer tout ça, là tout est verrouillé, donc c'est normal qu'il n'y ait rien qui bouge. Sur cet axe-là, il n'y a pas de réglage. On ne peut pas décaler cette partie-là sur la gauche ou la droite. Donc si on veut faire l'équilibre de notre boîtier, il faut qu'on déplace la platine qu'on vient d'installer. Donc si je déverrouille ici à l'arrière, on peut voir que je l'ai mis un petit peu trop sur la gauche. On va juste le décaler sur la droite pour stabiliser tout ça. Là, c'est pas mal. Honnêtement, vous n'avez pas besoin de faire un équilibre parfait. J'y reviendrai, mais les moteurs sont vraiment très performants et même si c'est un tout petit peu déséquilibré, franchement, il fait très bien le job. Ensuite, je vais déverrouiller ici sur le côté pour voir cet axe-là. Donc là, on peut voir que ça penche un petit peu sur l'arrière, donc j'ai juste à avancer légèrement mon boîtier. Et ensuite, pour le réglage de cet axe, ma manière de faire, c'est que je penche légèrement comme ça. Je vois si ça part pas d'un côté. Là, ça a l'air d'être pas mal. Je reverrouille. Donc là, c'est bon. Dernière chose à régler, c'est la hauteur. Moi, j'aime bien le faire à la fin. Donc, ce qu'il faut faire juste, c'est déverrouiller cet axe-là. Donc là, on peut voir que ça tient pas comme ça, si je lâche, il retombe. Donc il faut que je remonte cet axe-là. Et donc là, on est pas mal. Donc là, ça bouge pas, le moteur est éteint, on est plutôt bien stabilisé. Comme je vous disais tout à l'heure, si c'est pas parfait, c'est pas très grave. Pour mettre en route, c'est le bouton Power qui est juste ici. L'écran s'allume ici, c'est un petit écran en noir et blanc qui est pas facile au début. Alors il est pas tactile, il faut se balader avec la molette qui est sur le côté pour aller dans les menus, il faut cliquer ici. C'est pas ce qu'il y a de plus simple de prise en main. Moi, je sais que par exemple sur le Crane 4, dont on parlera tout à l'heure, je trouve que c'est beaucoup plus intuitif d'avoir l'écran tactile, de passer d'un menu à l'autre, etc. Là, il faut chercher un petit peu. Alors bien sûr, une fois que vous l'aurez depuis plusieurs mois, etc., vous serez habitué et le stabilisateur sera réglé à votre convenance, donc vous n'aurez pas besoin de vous balader dans les menus. Par contre, si vous êtes sur des shootings, vous avez besoin de changer souvent de réglage. Peut-être que ça peut prendre un petit peu plus de temps qu'avec un écran tactile. Vous avez un joystick ici pour bouger sur tous les axes, quelque chose de classique. Et bien sûr, vous pouvez paramétrer la vitesse dans le menu. Il y a un bouton M pour changer de mode. Donc vous voyez sur l'écran ici, ça change, ça permet de changer de mode. C'est le moyen le plus simple de le faire. Ensuite, avec le bouton Record, vous pouvez démarrer l'enregistrement à distance si votre boîtier est appairé en Bluetooth avec le stabilisateur. Alors vous avez la liste de compatibilité de ça sur le site Zhiyun. En revanche, moi le Bluetooth et Nikon, je sais que c'est pas une valeur sûre. Donc de manière générale, moi j'aime bien câbler tout ça pour être sûr que ça marche parce que des fois il y a des petits problèmes de Bluetooth, donc peut-être que vous aurez plus de succès avec d'autres marques. Ça vient pas du stabilisateur, ça vient vraiment des boîtiers Nikon qui des fois sont un petit peu capricieux en Bluetooth. Donc là je peux déclencher l'enregistrement avec le bouton Record. Donc là aussi je peux aller régler dans le menu. On peut voir que ça m'a marqué que l'ouverture de l'objectif c'est du f2 actuellement. Je peux changer pas mal de paramètres du boîtier comme ça et honnêtement c'est pour ça que je le fais par câble parce que c'est plus simple et on est sûr que ça marche. On peut régler la fonction de la molette qui est à l'arrière. J'en ai pas parlé, mais cette petite molette on peut la régler soit pour que ça fasse un panoramique, soit on peut faire tourner cet axe-là, etc. Ou alors on peut paramétrer pour qu'il prenne en charge des réglages du boîtier, comme par exemple les ISO, l'ouverture de l'objectif, la vitesse d'obturation, etc. Donc là, par exemple, j'ai réglé sur l'ouverture et si je bouge la molette, ça change l'ouverture de mon objectif. Donc ça, c'est génial en termes de manipulation parce qu'on garde juste notre main sur le stabilisateur, on n'a pas besoin d'aller toucher le boîtier. Et il y a une gâchette juste au-dessus, vous pouvez voir que la caméra est plus dans l'axe. Si je veux la remettre droit, comme la plupart des stabilisateurs, il y a juste à faire un double clic et le stabilisateur se remet droit. Également, si vous cliquez 3 fois sur la gâchette qui est derrière, ça va se mettre en format selfie. Donc là, si vous voulez faire du vlog, etc., c'est super. Et d'ailleurs, je pense que c'est un stabilisateur qui est génial pour le vlog parce qu'il est léger, il fait que 1 kg. Par exemple, je ne ferai pas du vlog avec un Crane 4. Ensuite, je ne vais pas rentrer dans le détail de tous les réglages, toutes les fonctions qu'il y a dans le menu, etc. Je vous mets la liste des modes ici. Comme ça, vous savez tout ce qu'on peut faire avec. Mais tout ce qu'on peut faire de manière générale avec un stabilisateur, on peut le faire avec le 3E. Juste un petit point, on a la possibilité de se mettre rapidement en mode portrait pour filmer des shorts ou des reels, etc. Donc il faut déverrouiller cet axe-là. Il faut appuyer sur le petit bouton ici pour le déverrouiller. Donc c'est pas le système le plus simple du monde. Et par exemple, moi j'ai eu un problème avec le
le Z8 et le 40 mm, là comme c'était monté juste avant, j'ai le boîtier qui touche la barre en métal qui est juste ici, donc je peux pas le mettre. Si j'avais un objectif qui était plus long et que je reculais un petit peu plus le Z8, je dois pouvoir m'en sortir. Et en plus, on a la petite molette de réglage ici qui vient taper dans le plateau quand on essaie de serrer, etc. Enfin, c'est pas des plus pratiques. Le système du Crane 4 est beaucoup plus simple. Voilà, vous pouvez vous mettre en vertical, ça va dépendre du système que vous avez, mais c'est pas ce qu'il y a de plus simple. Un petit mot sur les performances des moteurs, ça fonctionne extrêmement bien comme la plupart des stabilisateurs de nos jours. Et surtout chez Ji-un, ça fait longtemps qu'ils font des stabilisateurs, ils savent faire. Et honnêtement, si le boîtier que vous allez mettre est compatible en termes de taille et de poids, vous n'aurez aucun problème, ça fonctionne super. Moi, je l'ai utilisé avec un Z6 III et un 24-70. Je l'ai utilisé avec le Z8, avec par exemple le 26 mm Pancake, le 40 mm f2, etc. Ça fonctionne très très bien et les moteurs sont très performants pour faire des super plans. Donc là-dessus, vous n'avez pas de souci à vous faire. Le seul souci que vous pouvez avoir à vous faire par rapport à ce Webuild 3E, parce que finalement on dit tout ça, on dit à quoi ça sert d'avoir le Crane 4, ça va être sur l'encombrement au-delà du poids. Je vous ai parlé tout à l'heure qu'il peut supporter jusqu'à 3 kg sur le papier. Alors oui, il peut porter jusqu'à 3 kg, mais en revanche on va avoir un problème de place. Je vous explique. Par exemple, le Z8 qui est ici, j'ai pu l'utiliser avec le Pancake 26 mm, j'ai pu l'utiliser avec mon 40 mm f2. J'ai pas la gamme des 1.8 focal fixe, mais avec ça fonctionnerait sans aucun problème. En revanche, j'ai essayé de l'utiliser avec le dernier 24-70 de chez Nikon, et le Z8 et le 24-70, ça passe pas tout simplement. C'est pas un problème de poids, dans l'absolu, le stabilisateur fonctionne très bien si on reste droit, mais en revanche, il n'y a pas assez d'espace à l'arrière, et du coup, on a le haut du boîtier qui tape sur le moteur à l'arrière. Alors là, sur les exemples que je vous montre, j'ai plus le 24-70 2.8 avec moi, je l'ai rendu à Nikon. Je vous ai mis le 105 mm comme démonstration, qui fait à peu près la même taille et le même poids. Si vous voulez utiliser le 3E avec un Z8, vous serez limité à des objectifs assez compacts, c'est pas un problème de poids, c'est un problème de taille. Donc toute la gamme des F4, les Zoom F4, je pense qu'il n'y aura aucun souci. De toute façon, vous avez la liste de compatibilité sur le site de Ji-un. Si on a un Z8, ça peut être dérangeant. Si on met un Z6 III, en revanche, j'ai pu utiliser le Z6 III avec le 24-70, la nouvelle génération qui est un petit peu plus longue. Même si l'objectif est plus léger, il est plus long. Ça passe juste en termes de taille. Si vous avez un boîtier en termes d'encombrement qui fait la taille d'un Z6 III ou moins, vous pouvez aller jusqu'à du 24-70 2.8 sans aucun problème, sachant que tous les F4, il n'y aura pas de problème, toutes les focales fixes 1.8, il n'y aura pas de problème, et bien sûr, tout ce qui est plus petit, ça marchera très bien. Bien sûr, il faut oublier de mettre les 35 mm 1.2, 50 mm 1.2, 85 1.2, c'est des objectifs que j'utilise beaucoup, et sur le papier, en termes de poids, il pourrait passer sur le Webuild 3E, mais tout simplement, il n'y a pas la place parce qu'on est obligé de reculer trop le boîtier vers l'arrière et on ne peut plus faire pivoter cet axe-là. Donc si le matériel que vous utilisez rentre en termes de taille sur ce Webuild 3E, c'est un super stabilisateur et qui est quand même assez abordable et qui a des très très bonnes performances honnêtement. Si vous voulez juste faire des plans qui soient stabilisés, ça fonctionne super. Et si vous êtes amené à faire des longues sessions de tournage, je vous conseille de prendre la poignée en accessoire parce que c'est un gain de confort considérable. Vos images seront meilleures, vous aurez plus de possibilités de plans parce que vous pourrez prendre avec cette poignée, le boîtier aura du sol, etc. Il y a plus de choses qu'on peut faire avec ça. Certes, c'est un coût en plus, mais si c'est votre métier de faire l'image ou que vous faites des longues sessions, je pense que c'est un gain de confort considérable. Maintenant, passons au Crane 4. Donc là, pour celui-ci, il n'y a aucune limitation nulle part. Vous serez très peu limité et honnêtement, vous pouvez mettre des caméras de cinéma dessus. Le poids maximum qu'on peut porter, c'est 6 kg. Donc la seule limite, ça va être vos bras en fait. Et il n'y a pas trop de problème d'encombrement. Là, on peut mettre un rig qu'on va porter à main levée et qu'on va venir installer rapidement sur le crane pour faire quelques plans. Puis on reprend notre rig ensuite à main levée, etc. C'est vraiment pensé pour les cinéastes pros qui ont des systèmes assez importants. Là, on n'a aucune limite de place. On peut très bien filmer avec un 70-200. D'ailleurs, il y a des trucs super à faire avec un 70-200 et un stabilisateur. Mais voilà, c'est hyper bien pensé, j'ai adoré utiliser ce Crane 4. On va voir ensemble justement comment on équipe tout ça. Je vais rééquiper un boîtier, on va mettre un objectif un petit peu plus lourd que tout à l'heure pour voir comment ça se passe. La qualité de fabrication et des matériaux est juste top, il y a quand même beaucoup de métal, surtout sur les parties qui sont importantes ici. Je sais pas s'il y a un traitement au téflon, j'ai pas pu trouver l'information, mais de manière générale, quand on règle, je trouve que ça glisse assez bien. Alors une fois qu'on a le rig qui est tout équipé et que c'est assez lourd, c'est un petit peu plus dur à bouger, mais honnêtement, je trouve que ça se passe assez bien, honnêtement, sur les réglages. Et puis, il y a plein de détails qui sont bien pensés pour ceux qui sont durs avec leur matériel, j'ai envie de dire. Par exemple, ici, il y a une protection en caoutchouc. Lorsqu'on va vouloir ranger ça dans le sac, admettons que je déverrouille cet axe-là. En fait, pour prendre un minimum de place quand on va le ranger, on a tendance à plier cet axe-là. Ici, ça va venir s'abîmer, donc ils ont mis un petit caoutchouc pour protéger cette barre en métal. Donc ça, c'est des petites choses qui sont bien pensées. Honnêtement, une fois qu'on a le stabilisateur entre les mains, oui, c'est un stabilisateur qui n'est pas donné quand même, mais c'est un stabilisateur conçu et pensé avant tout pour les pros. Ji-un m'a envoyé la version combo, donc il y a
la poignée qui est juste ici et le repose-poignée, c'est un peu la même chose que la poignée d'accessoires qui est sur le Webuild 3E, sauf que là c'est inclus dans le combo. Donc pareil, on peut régler le repose-poignée ici en hauteur, donc ça c'est super bien pensé. Et on a aussi les mêmes réglages ici pour la poignée sur le côté qu'on peut incliner comme ça, on peut déverrouiller ici pour changer la hauteur de la poignée, etc. Donc ça c'est extrêmement pratique et j'ai envie de dire, là pour le Crane 4, c'est indispensable d'avoir la version combo selon moi, parce que utiliser le Crane 4 sans ses accessoires, je pense que ça peut vite être fatigant. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va équiper un système ensemble, on va juste mettre quelque chose d'un petit peu plus lourd qu'un 40 mm f2, et je vais sortir le 50 mm 1.2 qui est un objectif qui fait 1,3 kg. Donc là on va avoir un système d'un peu plus de 2 kg et surtout qui est assez long, c'est un objectif qui prend de la place, et comme j'en ai parlé sur le Webuild 3E, ça par exemple je peux pas le mettre sur l'autre stabilisateur. Pas pour une question de poids, il pourrait le supporter, mais simplement ça rentre pas. Admettons que vous mettiez une cage, vous mettiez une poignée, etc. C'est des systèmes que vous pouvez utiliser avec le Crane 4. Donc ça, c'est top de pouvoir mettre ça sur un stabilisateur. C'est livré dans une petite mallette de transport, donc là c'est top pour ranger les petits câbles, etc. Comme ça on peut bien organiser notre Crane 4. À noter qu'il est livré avec un plateau avec attache rapide, donc ça aussi c'est appréciable. Et maintenant on va équiper tout ça sur le Crane 4. Alors oui, il est un petit peu plus imposant forcément, donc je vais juste mettre le plateau qui est livré avec ici. J'ai fait exprès de ne rien équilibrer, on va le faire ensemble également. Donc là on a le petit plateau qu'on va venir coulisser ici. Tous les réglages et les verrous sont en métal, donc là on a confiance de mettre un gros système dessus sans aucun problème. Ensuite on a le système d'attache rapide ici qui va bien nous aider, donc pareil il y a un verrou en métal ici sur le côté. Et ensuite on va rapidement équilibrer tout ça, donc vous avez les verrous qui sont ici. Sur chacun des axes, c'est des verrous manuels, c'est pas des verrous électroniques, hein. C'est à noter, il faut bien penser à déverrouiller à chaque fois que vous mettez en route le système. Donc là on peut voir que ça penche un petit peu vers l'avant, donc je vais devoir reculer ma platine. Comme tout à l'heure, hein, ça sert à rien que ça soit parfait parce que les moteurs sont tellement performants que si c'est pas parfaitement équilibré, ils vont prendre le relais sans aucun souci. Mais bon, moi j'aime bien dans les grandes lignes que ça soit quand même bien fait. On va ensuite voir cet axe-là. Il y a un gros loquet de réglage derrière pour faire coulisser tout ça. On va juste l'équilibrer, c'est pas mal. On reverrouille. Donc si vous avez jamais utilisé de stabilisateur avec le verrou des axes, c'est un bonheur à équilibrer. Honnêtement, quand on a l'habitude et qu'on n'est pas en train de filmer une vidéo en même temps, ça prend moins d'1 minute sans aucun problème. Ensuite, on va régler cet axe-là, donc on va le déverrouiller ici pareil. Je le penche légèrement, on peut voir que ça penche, ça tourne dans ce sens-là. Donc je vais reculer cette partie-là, tac. Je reverrouille tous les axes. Dernière chose à voir, c'est la hauteur ici. On peut voir que là, ça penche vers l'arrière, donc je vais devoir le descendre. Et donc là, c'est pas trop mal équilibré. En tout cas, ça sera suffisant pour la vidéo. Donc là, ensuite, il faut bien penser à déverrouiller tous les axes. Hein. Comme je le disais, c'est pas électronique. Je vais le mettre en haute. Petite chose à faire, une fois que vous avez installé votre système, vous appuyez sur Settings et ensuite dans Auto-calibration. Et ça va juste calibrer tout ça pour compenser si vous n'avez pas parfaitement équilibré, les moteurs vont compenser tout ça. Ça prend quelques secondes et il faut penser juste à le faire à chaque fois. Donc un des gros points forts du Crane 4, c'est les indicateurs lumineux qui sont ici. Ça peut paraître un petit peu de gadget sur le papier et quand on a le temps de calibrer tout ça, honnêtement, ça peut paraître gadget. En revanche, quand on est en presta sur le terrain, qu'on doit se dépêcher, des fois c'est bien de savoir s'il y a un axe qui est mal réglé. Peut-être qu'on va avoir oublié un verrou à un endroit et on va avoir un bip sonore et ça va s'allumer en rouge pour nous dire attention, c'est cet axe-là qui va pas. Donc ça peut s'allumer ici, à l'arrière ou sur le côté. Pareil, c'est un indicateur visuel hyper pratique pour vite corriger le problème en fait. Une fois qu'on a tout réglé, ça reste allumé comme ça en blanc. Mais j'ai trouvé ça extrêmement pratique sur le terrain. En parlant de lumière d'ailleurs, il y a un éclairage qui est juste ici. Alors c'est un peu accessoire, moi j'aurais pas besoin dans ce que je fais de l'utiliser. En revanche, peut-être que pour certains ça peut être intéressant. Et on a une molette ici sur le côté pour contrôler cette lumière. Donc si on reste appuyé, ça va l'allumer. Et on peut régler l'intensité de la lumière. C'est une lampe qui est quand même très puissante. Alors, j'éclairerai pas un sujet comme ça. C'est vraiment si j'ai pas le choix, je l'utiliserai. Mais bon, sachez que c'est là. Et ce qui est super cool, si on reclique dessus, on peut changer la température de la couleur. Donc, on peut aller de 2700 Kelvin à 5500 Kelvin. Donc ça, c'est super. Et ça peut être utile dans certains cas. Voilà, je trouve que c'est cool de l'avoir là. Si on reste appuyé, un appui long, ça va re-éteindre la lampe. Et au niveau des commandes, il y a un écran tactile que je trouve vraiment bien. On peut changer de mode en appuyant ici en haut à gauche. Donc, on a les différents modes disponibles. Et puis, on a tous les différents réglages. Si je vais dans Settings, on peut tout régler comme la plupart des stabilisateurs, la vitesse des joysticks, etc. D'ailleurs, ça me permet de vous parler d'un réglage en particulier qui est hyper important à régler quand vous recevez votre stabilisateur. C'est la deadband. En fait, ça se trouve dans Paramètres Settings. Alors, il n'y a pas de menu en français. Paramètres Settings, vous descendez et vous avez Deadband. Deadband, on peut le traduire par zone morte. Et en fait, si ça c'est mal réglé, on pouvait avoir un stabilisateur qui réagit trop facilement à vos mouvements de poignet. Vous pouvez mettre low, medium ou high. Vous pouvez paramétrer aussi en fonction des axes. Donc là, c'est important de prendre du temps à le paramétrer. Tous les autres réglages, je ne vais pas revenir dessus, mais on peut faire des plans hyper rapides pour des trucs sportifs. On peut faire des choses très très souples aussi pour des plans qui sont très lents. Donc voilà, vous pouvez quasiment tout faire avec. Je reviens rapidement sur les commandes. Vous avez le joystick ici qui permet de contrôler dans tous les axes votre stabilisateur. Vous
pouvez le mettre plus ou moins rapide, un bouton pour déclencher ou arrêter l'enregistrement, j'en parle juste après, et un bouton de raccourci qui vous permet de changer de mode rapidement, ou si vous faites un appui long, ça le met aussi en mode veille, c'est pas mal si vous avez une longue pressa et que vous voulez garder de la batterie, vous pouvez laisser le gimbal allumé, mais juste mettre les moteurs en mode veille. Voilà, c'est un petit truc à savoir. Si on fait un appui long, ça le remet en route. Ensuite, sur les câbles que vous pouvez mettre, donc il y a un câble ici pour se connecter au boîtier, je vais en parler juste après, et vous avez 2 connectiques USB-C aussi ici à l'avant si vous voulez mettre par exemple contrôler le zoom ou faire le focus, etc. avec un petit moteur que vous pouvez contrôler bien sûr directement depuis le gimbal. Un petit mot sur le déclenchement d'enregistrement et les réglages du boîtier. J'en ai parlé sur la partie Webill 3E. Avec la plupart des boîtiers Canon, Sony, ça fonctionne très bien le Bluetooth. Avec Nikon, il y a des fois des petites blagues. Donc je sais que moi j'ai plutôt l'habitude avec les boîtiers Nikon de câbler. Ça vient pas du stabilisateur, hein. Ça vient de Nikon qui a un Bluetooth qui des fois fait des blagues, donc moi par sécurité je câble quasiment tout le temps quand c'est un système comme ça. Mais sur le papier, normalement tout ce que je vais vous montrer là câblé, vous pouvez le faire en Bluetooth, allez voir sur le site de G1 pour voir les compatibilités avec votre boîtier. Donc là une fois que c'est câblé, bien sûr je peux démarrer et arrêter l'enregistrement, je peux faire la mise au point. Sur la molette qui est derrière, je vous en ai pas parlé, mais cette molette bien sûr elle est entièrement paramétrable et on peut faire tous les réglages qu'on veut avec. Ça se passe dans Settings, vous allez dans Control Wheel, vous pouvez par exemple régler le roll ou l'axe que vous voulez, vous pouvez régler aussi l'ouverture de l'objectif, le shutter speed, les ISO, et bien sûr vous pouvez paramétrer si vous avez le module sur le côté pour faire le focus ou faire le zoom de votre objectif, c'est possible. À noter que j'ai hâte de pouvoir essayer, j'ai pas eu l'occasion d'essayer encore. Vous savez que chez Nikon maintenant il y a eu un premier objectif, le 28-135 avec un power zoom, c'est-à-dire qu'on peut juste appuyer sur un bouton pour faire le zoom, il n'y a plus besoin d'utiliser sa main pour faire le zoom, c'est juste un bouton. Et j'aimerais bien savoir si on peut paramétrer ça pour qu'on puisse faire le zoom avec la molette directement. Donc s'il y en a qui ont déjà essayé, d'ailleurs vous pouvez me le mettre dans les commentaires, mais si à l'occasion j'ai la chance de pouvoir essayer ça, je vous ferai un retour également, peut-être dans un short ou une prochaine vidéo pour vous montrer comment ça se passe. Mais dans l'absolu, je pense que ça doit pouvoir se faire et ça peut être super cool de pouvoir faire le zoom ici, juste avec une petite molette sans avoir besoin d'accessoires sur le côté. Donc bref, cette molette, vous pouvez la paramétrer comme vous voulez, et si vous voulez remettre votre stabilisateur au milieu, c'est comme la plupart des stabilisateurs, vous faites un double clic ici sur la gâchette et ça se remet au milieu. Logiquement, si j'en fais 3, ça se met en mode selfie. Après, je pense pas que j'utilise ce système ou le Crane 4 pour faire du vlog, mais pourquoi pas pour vous, hein, si vous êtes plus costaud. Je rappuie 3 fois, il se remet dans l'axe. Et donc voilà, le Crane 4, c'est hyper complet et honnêtement, il y a de la place. Là, j'ai quand même un Z8 avec un 50 mm 1.2. J'ai de la place de partout. Je pourrais avoir une cage autour du Z8 avec une poignée, ça fonctionnerait. J'en ai pas parlé d'ailleurs, mais le poids du stabilisateur, il est pas non plus démesuré. Ça fait 1,673 kg, très exactement. Quand même assez léger vu les performances d'un système comme ça. Il y a plusieurs années, si on veut aller avoir ces performances-là et mettre des systèmes si gros, c'était des trucs imposants à 2 mains. Là, on peut faire des choses vraiment top avec quelque chose quand même qui est assez contenu. On peut également très facilement passer du mode horizontal au mode vertical. Je vous montre juste comment ça se passe. Il faut bien penser bien sûr à reverrouiller tous les axes, à éteindre le stabilisateur. Vous avez juste à venir déverrouiller ici. Il y a cet axe qui coulisse et il y a un bouton de verrouillage. Et en fait, la platine qui est ici va pouvoir se mettre très facilement sur cet axe-là. Et on a juste à venir reverrouiller cette partie-là. Et là, je suis déjà en position verticale. Donc, c'est super bien pensé. Vous pouvez enlever cette barre également si elle vous gêne. Il y a juste à la déverrouiller. Il y a un petit bouton dessous pour pouvoir l'enlever complètement. Donc, très très simple de passer du mode horizontal au vertical, contrairement au Webill 3E où c'est un peu plus complexe. Voilà, écoutez, je pense que j'en ai terminé sur ce que j'avais à vous dire sur ces 2 stabilisateurs qui sont pour 2 publics totalement différents. Mais peut-être que ça vous aura été utile, peut-être que vous vous retrouvez un petit peu entre les deux, vous savez pas trop quoi prendre entre le Crane qui paraît assez imposant et assez gros. Voilà, sachez que le Webill 3E sur le papier, il peut porter jusqu'à 3 kg, mais je vous ai parlé des limitations techniques en termes de place, donc à vous de voir en fonction du système que vous avez. Et si vous voulez être tranquille et avoir un stabilisateur que vous allez garder pendant des années, peu importe le système que vous allez mettre dessus, le Crane 4, je pense que c'est un des meilleurs du marché à l'heure actuelle. Je vous conseille quand même très fortement pour le Crane 4 de le prendre en combo avec le repose-poignet et l'autre poignet sur le côté, parce que finalement, vu qu'on met des rigs qui sont quand même assez gros dessus, je pense que c'est indispensable. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me la poser dans la zone de commentaires. Comme d'habitude, je me ferai un plaisir de vous lire et vous répondre. Je vous ai mis tous les liens de ces produits dans la description, donc vous pouvez aller les voir si ça vous intéresse. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!